d'Auschwitz. Et quand on s'est retrouvé à Buchenwald, on a été mis dans des baraques à part, ceux qui venaient d'Auschwitz. Et là, je peux dire que Buchenwald, par rapport à Auschwitz, c'était pour ainsi dire un 3 étoiles pour nous. J'ai eu la chance d'être dans un commando de jardinier. Je travaillais à l'intérieur du camp. Et la nourriture n'était pas formidable, mais pour nous, c'était une nourriture de 3 étoiles. J'ai repris des forces et on savait que les Américains approchaient de Buchenwald, qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. Et dans les premiers jours d'avril, les Allemands ont encerclé les baraques où étaient les Juifs qui venaient d'Auschwitz, et on nous a amenés sur un terrain vague où on a passé une nuit à la Belle Étoile. Et nous, dans notre baraque, on était 3 camarades, un qui venait comme moi, un jeune qui venait aussi de Monowitz, et un que j'ai fait sa connaissance, qui était jardinier avec moi, qui devait avoir à peu près 19 ou 20 ans. Et je travaillais avec lui, ce qui fait qu'on était ces 3 camarades-là ensemble, à passer une nuit à la Belle Étoile, et le lendemain matin, ils ont amené 3 bidons de café, qui a été distribué comme ça à tout le monde. Ils ont rassemblé des prisonniers russes qui étaient à Buchenwald, qui eux sortaient même pas travailler, n'étaient pas nourris. C'était les déportés qui partaient en commando, qui leur jetaient des bouts de pain par-dessus les grilles, qui faisaient plusieurs mètres, et ils étaient nourris comme ça. Mais les Allemands ne voulaient pas les laisser sortir de ces blocs-là en dur, tellement ils craignaient les soldats russes. Et ils ont été rassemblés avec nous sur ce terrain vague-là, et là, le matin, après qu'on a reçu ce café, les 3 bidons sont restés sur le terrain vague. Et ce terrain était encerclé de barbelés, avec juste un petit passage et une sentinelle. Et là, nous étions tous les 3, on s'est dit, on va faire une chose, on va prendre chacun un bidon comme ça sur le dos, on va bien se pencher, et on va passer devant la sentinelle comme si on nous avait commandé de le faire. Ou on prendra un coup, ou ça passera. Et en effet, on a réussi à passer comme ça, et on s'est retrouvé à l'intérieur du camp de Buchenwald. Et là, on a commencé à taper à toutes les baraques où on savait d'abord où étaient les blocs de Français. Et là, on a commencé à dire, voilà, on s'est sauvés à 3, laissez-nous rentrer dans les baraques. Non, 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 on est en surnombre, enfin, ça fait qu'on a fait comme ça toutes les baraques, et le soir, pas question de se balader dans les allées, il y avait les miradors avec les projecteurs qui éclairaient tout le camp. On s'est dit, on va faire une chose, on va aller où étaient les Russes dans ces blocs en dur, on va se cacher là. Et en effet, on est rentré dans un de ces blocs et on a vu un espèce de grenier. Tant bien que mal, on a réussi à rentrer dedans, on pensait que tous les 3. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une vingtaine de gars qui étaient cachés là-dedans. Bon, on s'est couché, on a dormi. Et le lendemain matin, on a été débusqué par les Allemands, descendu à coups de gourdin et ramené sur le terrain où on était la veille. Et là, on a pris la route, on a fait à peu près 2 km, 2 km 500 pour regagner une voie ferrée, où là, on nous a chargés dans ces wagons, ouverts toujours, et on a commencé, ça a été la plus longue exode qu'il y a eu de tous les camps de concentration, les évacuations qu'il y a eu, et là, on est parti dans les premiers jours d'avril, et dans la journée, le train s'arrêtait, on avait le droit de descendre du train, surveillé par les Allemands, entre le train et le terre-plein, comme ça, et les Russes s'arrangeaient pour ramasser de l'herbe, des pissenlits, et faire des foyers, enfin, et on mangeait de l'herbe, on n'avait pas d'autre nourriture. Et notre voyage a commencé dans les premiers jours, comme ça, du mois d'avril, et au fur et à mesure des morts, et tout, ils décrochaient des wagons, c'est-à-dire qu'on était toujours autant dans chaque wagon, à peu près une centaine.
si on avait le malheur de vouloir bouger un peu, on ne pouvait pas se réaccroupir, de s'asseoir. Et il y en a qui ont été balancés par-dessus bord. Et là, dans la journée, c'était des convois de soldats allemands qui circulaient, et nous, on était arrêtés. Et la nuit, c'était nous qui avancions. Le train avançait. Et là, on est arrivé à un moment, le train s'est arrêté, on nous a fait descendre, et on a longé la voie ferrée avec les sentinelles allemandes qui marchaient à côté de nous à 30 cm, 50 cm. Et là, on a avancé et on s'est retrouvé, je l'ai appris après, qu'on était à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, et que la guerre était finie. Les soldats allemands ont rendu leurs fusils et se sont retrouvés prisonniers de guerre. Et nous, on nous a fait rentrer dans des blocs de Theresienstadt, là. Et là, j'étais dans un état, déjà, j'ai appris qu'on était le 8 mai 1945 et que la guerre était finie. Et moi, le fait d'être le 8 mai 1945, c'était le jour de mon anniversaire. Je venais juste d'avoir 15 ans. Et là, mes nerfs ont lâché. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas me retenir. Le fait d'être libre, que la guerre était finie, que c'était mon anniversaire. Et mes deux camarades m'ont, pour dire vulgairement, engueulé en disant « Mais dis donc, on va rentrer, la guerre est finie, et toi tu pleures ?» Et c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et là, on est rentré dans des chambres comme ça, et là, mes nerfs ont lâché, je me suis accroupi, les yeux fermés, dans la position du fœtus, contre la paroi comme ça du bloc là, de l'étage où on était. Et 48 heures après, on a entendu les chars russes arriver. Ils faisaient la hauteur d'un premier étage. Tout le monde s'est précipité aux fenêtres pour regarder les chars russes. Moi, j'étais incapable de bouger, j'étais appuyé contre le mur, les yeux fermés, complètement dans un état de prostration, comme ça, complète. Et là, de mes trois camarades, on a été séparés. Et celui qui était jardinier avec moi avait reçu un coup d'un Russe au sujet d'un bout de ferraille que mon camarade a ramassé pour essayer de faire un foyer, comme ça. Et un Russe est venu, a dit « Mais c'est à moi ce bout de ferraille », et il a filé un coup dans les côtes. Et ce camarade-là a commencé à souffrir. Et là, les Russes ont commencé à faire un hôpital de campagne, c'est-à-dire une tente énorme avec des lits individuels. Et il a été transporté directement à l'hôpital et il n'est pas rentré, il n'est pas revenu. Sur nous trois, on est rentré à deux. Quelque temps après, c'est moi qui ai été à l'hôpital. Il y a eu des déportés qui sont jetés sur la nourriture. Et là, l'estomac est tellement resserré, tellement tout, que le fait de se nourrir d'un seul coup, l'estomac se retourne et ils sont morts comme ça sur le lit dans l'hôpital. Moi, je mangeais très peu, j'étais toujours dans cette position prostrée. Ensuite, j'ai été transporté dans un hôpital de campagne de la même façon, en toile, chez les Américains. Et là, j'ai été rapatrié par avion jusqu'à Villacoublay, où là, il y avait des femmes de la Croix-Rouge qui demandaient notre nom, qui demandaient si on avait de la famille à prévenir. Et il y avait une sœur à ma mère qui était dans le faubourg Saint-Antoine aussi, rue Sédène, et qui, mon oncle, ma tante et une fille qui avait l'âge de mon frère, se sont pas déclarés comme juifs, sont restés pendant toute la guerre dans cet immeuble-là. Ce n'étaient pas des juifs pratiquants, ce qui fait que les gens n'ont pas remarqué quoi que ce soit, et ils ont passé la guerre comme ça. Et ma mère et moi, on savait que cette sœur-là était toujours rue Sédène. On a pensé qu'il y était toujours, en effet. Et ce qui fait que ma mère d'Auschwitz, elle a fait la marche de la mort. Elle a été après dans le camp de Ravensbrück. Et à Ravensbrück, quand les Russes
c'était les Américains là, qui sont approchés. Les Allemands ont fichu le camp du camp, ont ouvert les portes, et les femmes ont été comme ça libérées à Ravensbrück, se sont retrouvées dans des villages autour. Et ma mère a été rapatriée avec des prisonniers de guerre français dans les premiers jours du mois de mai. A été chez sa sœur, qui avait un logement de 2 pièces, où il vivait à 3. Et il faut dire, là je n'ai pas pensé à vous le dire, que quand ma mère a été arrêtée avec cette cousine-là, j'étais étonné de ne pas voir mon frère. Et quand on a été à Drancy, elle m'a expliqué que pour finir d'emballer les valises et tout ça, le peu d'affaires qui restait, elle avait mis mon frère chez une voisine. Et ce qui fait que mon frère à l'époque avait 10 ans, c'est-à-dire que si ma mère avait été arrêtée avec mon frère et cette cousine, ma mère, malgré ses 34 ans à l'époque, aurait été directement gazée, exterminée avec mon frère qui avait moins de 16 ans, automatiquement. Ce qui fait que mon frère, chez cette voisine-là, a été récupéré par ma grand-mère qui était cachée à Montauban, chez sa plus jeune fille, dont le mari était prisonnier de guerre, et a été prévenu par la famille qui était venue nous voir à l'appartement et qui ont appris qu'on avait été arrêtés. Ils ont prévenu ma grand-mère chez sa fille à Montauban et qui est venue récupérer mon frère. Et ils sont revenus, dès la fin de la guerre, sont revenus chez la fille. Puis ma mère, et ensuite, moi, de Villacoublay, j'ai été transporté à l'hôpital Bichat à Paris directement. Et là, j'étais dans une chambre seule, malgré que tout le couloir de l'hôpital était comblé par des lits avec des prisonniers de guerre, avec des déportés et tout. Et moi, vu mon état, on m'a mis dans une chambre seule. Et là, dans cette chambre-là, j'avais toujours les yeux fermés, prostrés et tout. Et là, quelqu'un est rentré dans la chambre, m'a regardé et a fichu le camp tout de suite. Et bon, moi, j'ai même pas remarqué que quelqu'un était rentré dans la chambre. Et le lendemain, les visites dans l'hôpital, c'était comme tous les hôpitaux, c'était les après-midi. Et le lendemain, cette personne-là est revenue avec ma mère. Et j'ai reconnu ma mère parce qu'elles ont commencé à parler entre elles, et j'ai reconnu la voix de ma mère, et j'ai appris comme ça que ma mère était revenue, mais malgré tout, je restais toujours prostré et tout, j'ouvrais pas les yeux. Et malgré tout, je savais qu'elle était rentrée et était chez sa sœur. Et ce qui fait que moi, je suis resté comme ça quelque temps à l'hôpital. On m'a fait des perfusions, mais toujours, ma mère venait tous les après-midi, s'asseyait à côté de moi, je ne lui parlais pas, je n'ouvrais pas les yeux. Et un jour, on m'a transféré dans une pièce toute capitonnée. Et comme j'étais tout seul, j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à regarder. Et là, j'ai compris tout de suite que c'était pour faire un électrochoc. Et là, j'ai attendu que ma mère arrive l'après-midi. Et quand elle est arrivée, elle est rentrée dans la chambre 15 où j'étais. Elle a vu le lit refait. Elle s'est dit, ça y est, il est mort pendant la nuit. Elle a couru voir les docteurs qui ont dit, non, on l'a transféré, il est là-bas, on va risquer de lui faire un électrochoc pour voir comment il va réagir. Et là, ma mère est venue en courant, juste dans cette pièce-là, où là, j'ai ouvert les yeux, j'y ai dit, non, je ne veux pas qu'on fasse ça, tu me sors de l'hôpital. Et en effet, ma mère a couru voir le docteur en disant, mon fils veut sortir, vous pensez, il a signé tout de suite la feuille. Et ma mère a pris un taxi et m'a amené chez sa sœur, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 7 dans ce 2 pièces, moi couché sur un lit-cage. Et là, j'ouvrais à peine les yeux, je faisais des cauchemars, je transpirais et tout. Et ma mère, dans la journée, me prenait, me posait sur un autre lit et mettait tout ça à sécher, les draps, le matelas, tout. Et là, je faisais des cauchemars et je transpirais et je parlais à peine.
Et là, j'ai mis 1 an à récupérer ma santé. Il y avait un kiné, un aveugle, qui venait tous les soirs après les consultations dans son cabinet, qui me massait les jambes pour que je puisse rallonger les jambes. Et ensuite, je m'asseyais au bord du lit, je prenais une chaise pour me soutenir, et j'ai réappris à marcher. Enfin, j'ai mis 1 an à récupérer la santé. Et ça, j'ai appris par la suite que quand je suis revenu de déportation, après l'évacuation du mois, comme ça, sans nourriture, quand je faisais la taille que je fais maintenant, et je pesais 16 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 16 kilos, c'est-à-dire le poids de mon squelette plus tard avec la peau collée dessus, quoi. Voilà. Et bon, j'ai récupéré comme ça petit à petit. Là, je vous dis, j'ai mis 1 an à récupérer la santé. Ma mère a fait des jugements pour récupérer l'appartement qu'on avait à Bandière, qui avait été vidé entièrement par les Allemands, où était une femme, la maîtresse d'un officier allemand, qui l'occupait. Il a fallu faire un procès pour qu'il quitte l'appartement. Elle a coupé tous les fils électriques, ce qui fait qu'on est rentré dans un appartement vide, avec ma grand-mère qui était veuve, et mon frère qui est retourné, lui, à l'école communale. Et là, petit à petit, on s'est rétabli, on a mis les meubles qu'on pouvait trouver. Ma mère a fait des jugements pour récupérer les boutiques qu'on avait à Bandière. Et là, elle a recommencé comme elle pouvait à travailler seule. Elle a appris en rentrant que son mari était fusillé et qu'elle était veuve. Elle l'a su qu'à son retour. Et heureusement, parce que ce qui fait qu'elle a vécu une déportation comme elle a pu, mais en sachant que son mari était sur le mur de l'Atlantique, donc en dehors des camps, et qu'elle retrouverait son mari. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et moi, j'ai fait le concours pour entrer à l'école Boulle, une école qui fait des formations pour ébénistes, marketeurs, décorateurs, enfin. Et c'était 3 ans d'études. Et là, j'ai fait la première année. Et cette année-là, c'est passé à 4 ans d'études. Et quand j'ai vu les difficultés qu'avait ma mère à travailler seule, j'ai dit c'est pas possible que je fasse encore 3 ans. J'ai quitté l'école Boulle et j'ai commencé à travailler avec ma mère. Voilà. Et bon, par la suite, je me suis marié. J'ai 3 enfants, 4 petits-enfants et maintenant 2 arrière-petits-enfants. Voilà. Je ne sais pas si on a encore une minute, si je peux regarder, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes 2 camarades éclaireurs qui sont occupés de moi, qui m'ont toujours encouragé en disant tu retrouveras ton frère, ta mère est jeune, elle va rentrer, et ils me soutenaient comme ils pouvaient. Ça a été mes 2 témoins de mariage. Et ensuite, on a appris qu'il y a eu le procès de Nuremberg, et le professeur Weiss et Marie-Claude Vaillant-Couturier ont été les 2 Français qui ont été témoignés au procès de Nuremberg. Et là, j'ai appris que le professeur Weiss était retourné à Strasbourg. Et là, à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais pour avoir un téléphone, il fallait attendre 2 ans et demi à Paris. Et là, ma mère a fait un courrier à la faculté de médecine de Strasbourg pour le professeur Weiss en disant que j'étais rentré. Et quelques temps après, on a reçu un courrier du professeur qui a dit qu'il était content que je sois rentré, forcément, et que quand il aurait eu l'occasion de venir à Paris, qu'il nous préviendrait et qu'on se donnerait rendez-vous. Et en effet, un jour, il a dit qu'il venait à Paris, il m'a donné rendez-vous au Café de la Paix, place de l'Opéra, où je suis venu avec ma mère, à qui j'ai présenté au professeur Weiss. Et quand je me suis marié, j'ai été invité à passer 8 jours à Strasbourg pour faire la connaissance de sa femme et de sa fille, avec qui je suis
toujours plus ou moins en rapport, mais une fois ou deux par an, où on se téléphone, ou si elle vient à Paris, on se rencontre. Et là, j'ai passé 8 jours chez le professeur Weiss avec ma femme, et il nous a fait visiter Strasbourg, les environs, enfin voilà. Voilà, je vous ai raconté ma vie. J'espère que vous avez des questions à poser. Je n'ai pas été trop bavard.